bonsoir à tout le monde. Donc ouais, on va ce soir essayer de vous faire une petite présentation de cet animal assez fascinant et puis du travail que fait l'association. Et donc on a la chance d'avoir Julien avec nous qui va illustrer un petit peu ce qu'on va vous raconter. Donc vous allez pouvoir aussi profiter en live du travail de Julien. Tu veux dire quelques mots? Je te laisse si tu veux. Bonsoir, je suis ravi d'être ici. Ça fait un certain nombre de fois que je viens au festival de Perros-Guirec voilà, qui aura lieu le mois prochain. Et là, c'est la première fois que j'interviens un peu plus tôt dans une école à Lannion et puis la deuxième fois pour cette conférence. Voilà, donc tout ce qui sera dit par Eric et Anastasia sera rigoureusement exact. Et tout ce que je vais dessiner sera rigoureusement faux. C'est un peu votre choix entre les deux. Voilà. Merci, bonne soirée. Donc du coup, moi je vais commencer à parler, puis je donnerai la parole à Anastasia, ma collègue, qui terminera la conférence. Du coup, moi je vais vous faire une petite présentation assez générale de cet animal, et puis Anastasia vous parlera un petit peu plus de notre travail, notamment ici, pas très loin, hein, au large de Perros-Guirec, le travail qu'on mène sur cette espèce depuis maintenant un petit moment. Juste très brièvement quelques mots sur l'APEX. Donc on est une association qui existe depuis 25 ans, qui est basée à Brest. Et du coup, APEX, ça veut dire Association pour l'étude et la conservation des sélaciens. Un sélacien, c'est un terme un peu compliqué qui désigne les requins et les raies. Donc c'est les animaux auxquels on s'intéresse. Pourquoi requins et raies? Parce que les raies, en fait, pour schématiser, ce sont des requins aplatis, mais c'est la même grande famille. Et du coup, l'association elle a pour vocation d'agir pour la conservation, la protection de ces espèces, puisque malheureusement, les requins et les raies font partie des animaux marins les plus menacés. Et donc, en fait, on va dire deux grands pôles d'activité. Une partie qui est vraiment de contribuer à l'amélioration des connaissances sur ces espèces pour pouvoir réfléchir à des mesures de protection, de gestion. Donc, ça va être des études, des suivis sur différentes espèces. Et puis, on a tout un volet de nos actions qui est plus l'éducation, la sensibilisation. Donc, on intervient auprès de différents publics, auprès des scolaires, auprès du grand public, sous différentes formes, des conférences comme ce soir, on crée des expositions, on intervient dans les classes. Voilà, donc on est une petite structure qui compte aujourd'hui 170 salariés, 170 adhérents, pas salariés. Je m'emballe. Et du coup, ouais, on est une petite équipe de 4 permanents à l'association pour mener ces actions. Alors, si je vais peut-être le dire tout de suite avant que j'oublie, du coup, vous l'avez peut-être vu l'affiche dans Perros-Guirec, mais donc je disais que c'est une association qui existe depuis 25 ans. On fête nos 25 ans cette année et on sera là samedi pour fêter ça avec vous. Du coup, il y aura tout l'après-midi tout un tas de choses qui seront proposées, ouvertes à tous, gratuites. Donc ça commencera à partir de 13h30 ici au Palais des Congrès avec la projection d'un film, un temps d'échange, des petits stands pour présenter nos actions, parler des requins, des raies, très interactifs, vous pourrez toucher, regarder. Et puis on fera notre assemblée générale aussi annuelle ici qui sera aussi ouverte à tous si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'association. Alors le requin taupe commun. Du coup c'est donc le nom scientifique de cette espèce, c'est Lamna nasus. C'est un requin de la famille des lamnidés. Alors la famille des lamnidés, elle compte quelques espèces, le requin taupe commun, mais dans cette famille, il y a une espèce que j'imagine tout le monde connaît au moins de nom, c'est le grand requin blanc. Donc le requin taupe commun, on peut dire que c'est un cousin assez proche du grand requin blanc. Et puis cette famille, elle compte aussi d'autres espèces, le requin taupe bleu, qu'on appelle aussi le requin mako, et puis une autre espèce qu'on appelle aussi le requin taupe saumon. Donc voilà, c'est une petite famille de requins. Je dirai quelques petites choses sur les spécificités de cette famille un petit peu plus tard. Mais donc aujourd'hui, on va vous parler donc de Lamna nasus. Alors comme vous pouvez le voir sur ces photos, c'est un requin qui a une bonne tête de requin, parce que faut savoir que cette famille des requins, c'est une famille qui compte aujourd'hui, on connaît plus de 500 espèces de requins à travers le monde, avec une grande diversité de tailles, de formes, de couleurs. Les plus petits requins font la taille de ma main, et puis ça va jusqu'au grand requin baleine que vous avez sûrement tous déjà vu en image, qui peut faire jusqu'à 15 mètres de long.
Donc voilà, une grande diversité de tailles, de formes, de couleurs, de modes de vie. Il y en a qui vivent au fond, il y en a qui vivent en pleine eau, il y en a qui mangent des crabes, il y en a qui mangent des poissons. Enfin, c'est un groupe très très diversifié. Et donc, il y en a qui ne ressemblent pas du tout au requin tel qu'on s'imagine, mais pour le coup, le requin taupe commun, il ressemble vraiment à l'image qu'on se fait du requin quand on parle des requins. C'est un requin qui est assez trapu, hein, comme vous pouvez le voir sur ces images, et donc qui peut atteindre une taille de 3,30 m, 3,35 m à peu près pour les plus gros adultes, et peser jusqu'à 250 kg. Donc un requin assez massif. Alors comment on le reconnaît, ce requin? Juste avant de vous montrer comment on le reconnaît, donc là vous avez des images fixes, quelques images vidéo pour illustrer à quoi ressemble ce requin quand il se déplace dans l'eau. Donc ça, ce sont des images qui ont été tournées juste devant, hein. Et donc, comme vous pouvez le voir là, c'est un requin qui vient de temps en temps faire un petit coucou à la surface, et donc qui peut être observé parfois par les plaisanciers ici dans la zone. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Alors ce requin taupe, qu'est-ce qui le caractérise? Donc je disais un animal massif, donc voilà, un corps assez massif, le dos gris foncé. Et puis, ce qui est vraiment pratique pour l'identifier quand on a la chance de le croiser en mer, c'est ce que vous avez à la base de son aileron. Donc l'aileron, la nageoire dorsale, là, vous voyez que sur l'arrière, au bas de l'aileron, il y a une petite pointe blanche. Donc en fait, cette marque blanche là, elle est très très visible. Quand on a la chance de le voir par transparence dans l'eau, cette tache blanche, elle va vraiment ressortir, et c'est vraiment un critère qui permet de le différencier des autres requins qu'on peut de temps en temps observer ici à la surface. Et puis, du coup, il se caractérise aussi par ses gros yeux. Alors, peut-être que c'est de là que vient son nom de requin taupe, et peut-être myope comme une taupe. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a des gros yeux. On ne sait pas trop pourquoi on lui a donné ce nom-là, mais en tout cas, ces gros yeux-là sont assez caractéristiques. Alors, vous voyez qu'il y a trois autres des espèces là qu'on vous a présentées ici. C'est des espèces avec lesquelles la confusion peut arriver. Alors, c'est des espèces, en tout cas pour les deux du haut, là, le requin mako et le requin peau bleue, c'est des espèces qu'on voit plus rarement à la surface que le requin taupe commun, mais ça arrive de temps en temps qu'il fasse un petit passage à la surface. Alors vous voyez que le requin mako, il est beaucoup plus effilé, il a un museau beaucoup plus pointu, moins trapu. Et le requin peau bleue, lui, il est vraiment assez facile à identifier, hein. Il a vraiment cette couleur bleu roi sur le dos. C'est très longues nageoires pectorales. Les nageoires pectorales, c'est les deux nageoires qu'ils ont sur le côté, qui sont très longues et très effilées. Et puis le lobe supérieur de la queue qui est assez long également. Donc c'est un requin qui est très effilé, qui peut atteindre jusqu'à 3,80 m pour les plus gros adultes. Alors c'est rare qu'on voit des individus de cette taille-là près des côtes. Par contre, ça arrive notamment en été qu'il y ait des petits requins peau bleue qui s'approchent un petit peu des côtes. Donc voilà, ça peut arriver de l'observer. Et puis on a juste mentionné le requin pèlerin pour information. Alors c'est plus compliqué de confondre un requin taupe avec un requin pèlerin, parce que le requin pèlerin, c'est un des plus gros requins du monde, qui peut faire jusqu'à 12 mètres de long. Donc voilà, c'est un animal de grande taille, mais ça arrive de temps en temps qu'un requin taupe observé en surface laisse émerger son aileron dorsal et le bout de la queue, comme on voit sur la photo à gauche pour vous. Et à côté, là, vous avez une photo de requin pèlerin. Lui, c'est vraiment ce qui est caractéristique, c'est que le requin pèlerin, il passe beaucoup de temps à la surface pour se nourrir. Il se nourrit de plancton en filtrant l'eau. Et donc, notamment au printemps et en été, le plancton va être très concentré dans la couche de surface, et donc ils viennent se nourrir à la surface. Et donc, c'est très fréquent que le requin pèlerin soit observé comme ça, et donc si on n'observe que ces nageoires là à la surface, il peut y avoir confusion entre les deux espèces. Par contre, si on le voit en plongée ou si on le voit par transparence, il n'y a pas de doute possible, on différencie assez facilement les deux espèces. Alors ce requin taupe, où est-ce qu'on le trouve? C'est une espèce qui est vraiment, qu'on va trouver principalement dans les eaux froides et tempérées. C'est un requin qui va vivre plutôt dans des eaux en dessous de 18 degrés, hein. C'est rare de le trouver dans des eaux plus chaudes. Et comme vous le voyez sur cette carte, en fait, il est présent dans les deux hémisphères. Dans l'hémisphère sud, il est présent dans tous les océans. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans l'hémisphère nord, on va le trouver que dans l'océan Atlantique. Il est complètement absent de l'océan Pacifique dans l'hémisphère nord. Donc c'est une espèce vraiment inféodée aux eaux tempérées et froides. Et par contre, c'est une espèce qu'on va trouver, comme vous voyez sur la carte, aussi bien près des côtes que très au large.
donc une espèce à la fois côtière et on dit hauturière, donc qui vit au large. Mais c'est aussi une espèce, comme vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, qui va vivre en pleine eau, voire venir jusqu'à la surface, mais qui est aussi capable de plonger très profondément et capable d'aller jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Donc en fait, il va occuper un petit peu toute la colonne d'eau, depuis la surface jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Alors, une des caractéristiques donc, que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure, qui est vraiment caractéristique de cette famille d'Elamnidae, c'est que les requins, ce sont des animaux à sang froid. Donc, en fait, la température du corps est celle de l'environnement dans lequel ils se promènent, sauf pour quelques espèces, et c'est le cas du requin taupe commun, qui est capable de maintenir la température de son corps quelques degrés au-dessus de la température de l'eau. Et donc ça, pour un animal comme le requin taupe commun, en fait, ça peut avoir un intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir aller fréquenter des eaux relativement froides que d'autres espèces ne pourront peut-être pas fréquenter, parce qu'elles n'auront pas cette capacité de maintenir leur température à quelques degrés au-dessus. Et donc, ça va lui permettre d'occuper des zones où il y aura peut-être moins d'espèces compétitrices, et donc voilà, d'avoir un petit avantage par rapport à d'autres espèces. Alors sur ces photos-là, du coup, qui sont toutes des photos qui ont été prises aussi juste devant, chez vous, hein, au large de Ploumanac. Donc là, typiquement, c'est des photos de requins taupes en chasse. Hein, du coup, comme vous pouvez le voir, donc je vous disais qu'il est capable de fréquenter les eaux de surface et donc il est même capable de complètement sauter hors de l'eau. En fait, quand il est en chasse dans les bancs de poissons, en fait, pour créer la panique et essayer d'attraper ses proies, il est capable de sauter hors de l'eau pour essayer d'attraper les poissons, comme on voit sur les photos là, qui sautent pour essayer d'y échapper. Donc ce requin taupe commun, en fait, il va se nourrir à 97% de poissons et un petit peu également de céphalopodes. Alors céphalopodes, c'est la famille des calmars, des encornets. Mais le gros de son régime alimentaire, le gros de son alimentation, c'est les poissons. Par contre, il n'est pas très spécialiste, c'est-à-dire qu'il est capable de se nourrir un peu de toute espèce de poisson. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'en général, il va se nourrir sur l'espèce la plus abondante là où il se trouve. Donc s'il est dans un endroit où il va y avoir beaucoup de maquereaux, il va manger du maquereau. S'il est dans un endroit où il y a beaucoup de bars, il va manger du bar, etc. Et donc, ils vont être capables de se nourrir à la fois de poissons qui vivent en pleine eau, en banc, typiquement les maquereaux par exemple, mais ils vont être capables aussi de se nourrir de poissons qui vont vivre plutôt près du fond, des vieilles par exemple. Donc il n'est pas très spécialisé au niveau de son régime alimentaire, en dehors du fait qu'il se nourrit quand même principalement de poissons. Et donc pour se nourrir de ces poissons, vous voyez qu'il est bien équipé. Hein. La photo que vous voyez en bas au milieu, donc un petit zoom sur sa mâchoire, donc des petites dents bien pointues. Alors il faut savoir que les dents des requins, en fait, elles sont vraiment adaptées à leur régime alimentaire, à ce qu'ils mangent. Donc un requin, par exemple, qui vit au fond, qui va manger des petits crabes, il va avoir plutôt des dents très plates qui vont lui permettre de broyer la carapace des crabes pour s'en nourrir. Un requin comme le grand requin blanc, qui va se nourrir de grosses proies, d'otaries, en fait, il ne va pas pouvoir ingérer sa proie d'un seul coup, donc il va avoir des dents qui vont lui permettre de prélever des morceaux. Donc des petites dents plus larges que celles qu'on voit là, avec un petit peu de dentelées sur le bord, en fait, qui vont servir un petit peu de couteau pour couper des morceaux. Et puis là, on est vraiment typiquement sur le type de dents très pointues, très effilées, qui vont permettre en fait de piquer les poissons, donc de se nourrir de poissons même qui nagent très vite. Et donc le requin taupe, il va poursuivre sa proie. Et dès qu'il est à portée, en fait, il va l'harponner avec ses dents et puis l'avaler d'un seul coup. Du coup, pour les enfants, si vous voulez, à la fin de la conférence, vous pourrez nous voir. On a quelques petites dents à vous montrer pour montrer à quoi ça ressemble en vrai. Alors, on a parlé un petit peu de son alimentation. Je vais dire quelques mots sur la reproduction de cette espèce-là, mais ça va être relativement court parce que, comme beaucoup d'espèces de requins, en fait, il y a encore un gros manque de connaissances sur plein d'aspects de sa biologie et sur la reproduction du requin taupe commun. Il y a encore plein de questions aujourd'hui qui se posent. Alors,
Du coup, vous voyez que j'ai indiqué que c'était un requin vivipare. Alors, requin vivipare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les embryons vont se développer à l'intérieur de la femelle. En fait, il faut savoir que chez les requins, les modes de reproduction peuvent être très différents. On va trouver des requins ovipares, des requins qui pondent des œufs. Vous en connaissez sûrement tous un, la petite roussette, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, qu'on peut trouver en poissonnerie sous le nom de saumonette. Et bien, vous avez peut-être déjà trouvé sur la plage des coquilles d'œufs de roussette, des petites capsules un peu beige avec des petits filaments là. Donc ça, c'est la coquille de l'œuf de roussette. Donc il y a des requins qui pondent des œufs pour se reproduire. La femelle va pondre les œufs, les accrocher à une gorgone, à une algue, et l'embryon va se développer dans cette coquille. Une fois qu'il est formé, il va sortir, aller vivre sa vie en mer, et la capsule vide va finir par s'échouer sur la plage. Et puis on a des espèces de requins qui sont vivipares. Donc vivipares, l'embryon va se développer dans l'utérus de la femelle, et une fois qu'il sera développé, en fait, la femelle va mettre au monde le petit. Alors, parmi les requins vivipares, après on distingue deux catégories. Il y a les requins vivipares aplacentaires, donc c'est-à-dire que l'embryon va se développer dans l'utérus, mais à partir de ses propres réserves de nourriture. C'est ce qu'on voit sur la photo du haut, là. Cette grosse boule sur le ventre du requin, en fait, c'est ce qu'on appelle le vitellus. C'est l'équivalent du jaune de l'œuf de poule. C'est ce qui va permettre à l'embryon de se développer pendant tout le temps de son développement. Et puis, il y a quelques espèces de requins qui sont vivipares placentaires, c'est-à-dire que là, l'embryon va être en lien avec la femelle et nourri par la femelle. On est quasiment sur le même mode de reproduction que chez les mammifères, avec un pseudo-placenta, un cordon ombilical. Donc vous voyez que les requins ont inventé la viviparité bien avant les mammifères. Et donc la reproduction est très complexe chez les requins. Mais donc, dans le cas du requin taupe, on est sur de la viviparité aplacentaire. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de la reproduction de cette espèce? On pense que les requins taupes sont capables de se reproduire à peu près à une taille de 2 mètres. Donc, il y a une petite différence entre les mâles et les femelles. Donc, vous voyez que les mâles seraient capables de se reproduire un peu en dessous de 2 mètres, les femelles un peu au-dessus, ce qui correspondrait à un âge de 8 ans pour les mâles et de 13 ans pour les femelles. En fait, ça c'est une autre caractéristique du grand groupe des requins, c'est que ce sont des animaux qui vont se reproduire tardivement. Et en fait, ça va poser un certain nombre de problèmes en termes de conservation, parce que du coup, c'est des espèces qui, avant de pouvoir se reproduire, vont pendant plusieurs années pouvoir rencontrer des filets de pêche, des hameçons, et donc potentiellement être capturées et mourir avant d'avoir pu se reproduire. Ce qui fait que pour le renouvellement des populations, ça peut rapidement poser un problème si on exploite un petit peu trop ce genre d'espèces. Vous voyez aussi qu'on a indiqué que en fait, une femelle elle est capable de donner naissance à 4 jeunes par an, ce qui est très peu quand on imagine les poissons osseux qui vont pondre des millions d'œufs dans l'environnement. Alors il y en a une grande partie qui va être mangée par des prédateurs, mais malgré tout, il y en a un certain nombre qui va pouvoir se développer. Donc on est vraiment sur un nombre de jeunes produits par les femelles qui est très faible. Par contre, le jeune, quand il va naître, il mesure déjà 70 cm, donc c'est déjà un animal de belle taille, qui va, une fois qu'il naît, aller vivre sa vie dans les océans, et peut-être jamais recroiser ni sa mère, ni son père. Il n'y a pas du tout de relation comme ça peut exister chez les mammifères, de soins parentaux. Une fois que le jeune naît, il va aller vivre sa vie de son côté et du coup il n'y a plus du tout de lien avec les parents. Et donc on estime que la gestation elle dure de 8 à 9 mois. On pense que du coup les accouplements ont lieu plutôt à l'automne et donc si on rajoute 8-9 mois de gestation, ça veut dire que les naissances probablement se produisent au printemps, avril, mai, juin, mais en fait il y a eu très peu d'observations jusqu'à maintenant et on ne sait pas trop non plus où ont lieu ces naissances. En fait, les deux photos que vous voyez là, c'est des femelles qui ont été capturées accidentellement, donc vous voyez en 2008, ça date un petit peu. Donc on voit sur la photo du haut, donc un animal qui avait été capturé au mois de mars, que là l'embryon n'est pas du tout encore complètement formé, pas prêt à naître, alors que sur la photo du bas au mois de mai, là effectivement on est sur un embryon qui est presque à terme et donc ce qui colle à peu près avec ce qu'on connaît ou ce qu'on pense connaître de la période de naissance. Alors,
je parlais un instant du problème que pouvait poser la pêche pour les requins. Le requin taupe commun, c'est une espèce qui a été pêchée de façon assez intensive, notamment ici en Europe et notamment en France. Donc les photos que vous voyez en haut, là, c'est des photos qui ne sont pas si vieilles que ça, qui datent de 2008 et qui ont été prises à la criée des Sables d'Olonne. Puisque du coup, en fait, il faut savoir que les derniers bateaux à avoir pêché cette espèce de façon ciblée étaient tous basés à l'île-Dieu, sur la façade atlantique. Et donc, il y a eu en France une pêche qu'on appelle ciblée, donc vraiment une pêche dirigée sur cette espèce-là, qui était une pêche vraiment saisonnière, donc quelques bateaux de l'île-Dieu qui recherchaient cette espèce-là, en gros du mois d'avril jusqu'au mois d'août, plutôt donc dans le golfe de Gascogne et en mer Celtique. Et donc cette espèce, elle était exploitée principalement pour sa chair. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur les photos du dessous. Donc c'était commercialisé en tranches, un petit peu comme du thon. Et du coup, c'était vendu sous le nom de veau de mer. Et donc, du coup, cette exploitation, elle a duré pendant pas mal d'années, puisque du coup, sur le petit graphique que vous voyez là c'est les tonnages débarqués depuis 1920 à peu près, alors à l'échelle de toute l'Europe. Mais donc, on voit qu'il y a eu des périodes au cours de ce siècle-là où il y a eu pas mal de requins taupes pêchés. Et donc, l'espèce, forcément, a pas mal souffert de cette exploitation, à la fois française, mais comme je disais, vraiment européenne. Il y a eu des bateaux irlandais, écossais, norvégiens, qui ont vraiment ciblé cette espèce-là. Ce qui fait que ça a conduit les scientifiques à un petit peu tirer la sonnette d'alarme. Et du coup, en fait, le principe de précaution a prévalu, et donc en 1996, pour la première fois, en fait, cette espèce a été considérée comme menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc un organisme international qui va en fait évaluer le statut de conservation des espèces de faune et de flore. Et donc il y a différents critères en fonction de ces évaluations. Donc ça va de l'espèce complètement éteinte dans le milieu naturel aux espèces pour lesquelles il n'y a pas de problème particulier. Et puis entre les deux, il y a toute une catégorie là plusieurs catégories donc pour les espèces menacées, donc vulnérables, en danger critique d'extinction. Et donc en 1996, le requin taupe commun a été classé comme vulnérable pour la première fois. Donc ça, c'était une première évaluation à l'échelle mondiale en 1996. Et un peu plus récemment, donc ces évaluations, elles sont soit mondiales, mais après il y a des évaluations régionales où on va s'intéresser à une zone, à un océan en particulier, regarder d'un peu plus près quelle est la situation des espèces à cette échelle-là. Et donc il y a une évaluation à l'échelle des européennes, et à l'échelle des européennes, on considère que le requin taupe commun est en danger critique d'extinction. Et donc c'est ce qui a conduit quand même, au bout d'un certain temps, à prendre un certain nombre de mesures pour essayer de limiter cet impact sur l'espèce. Et donc voilà, du coup, les premières mesures datent de 2010. Donc dans le cadre de la politique européenne des pêches, il y a une première interdiction de pêche qui a été adoptée en 2010, et donc qui concerne l'ensemble des eaux européennes et l'ensemble des bateaux de pêche européens, donc qui, depuis 2010, n'ont plus le droit de pêcher cette espèce de façon ciblée. Et puis il y a eu une autre étape en 2014 où l'espèce a été inscrite sur la convention CITES, alors vous connaissez peut-être plus sous le nom de convention de Washington. C'est une convention internationale qui va réglementer le commerce international des espèces de faune et de flore. C'est la convention qui fait que le commerce de l'ivoire, par exemple, est interdit dans le monde. Et du coup, le requin taupe commun, en 2014, a été inscrit dans cette convention. Et donc, depuis 2014, le commerce international de produits issus de requins taupes est interdit. C'est-à-dire que, avant qu'il soit interdit, en 2008, un bateau français qui pêchait du requin taupe pouvait l'exporter, pouvait en faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, c'est interdit en Europe, mais il y a d'autres parties dans le monde où le requin taupe est encore pêché. C'est le cas, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique, sur les côtes américaines,
où il y a une pêche de requin-taupe qui existe encore. La pêche est très réglementée, il y a des quantités limitées et tout ça, mais par contre, ces requins-taupes qui sont pêchés dans les eaux américaines ne peuvent être commercialisés qu'à l'échelle des États-Unis, ne peuvent pas être exportés vers l'Europe ou ailleurs. Ça permet quand même de limiter ce commerce international et donc de limiter quand même la pression par la pêche sur cette espèce. Donc voilà, du coup aujourd'hui, on est avec une espèce qui n'est plus pêchée de façon ciblée depuis 2010, mais qui n'en est pas pour autant complètement sorti d'affaire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le mode de reproduction ne favorise pas un renouvellement rapide des populations. Donc malgré le fait qu'on n'en pêche plus depuis 2010, on en a tellement prélevé avant qu'aujourd'hui les populations ne sont pas revenues à un niveau correct et suffisant. Et puis, du coup, malgré le fait qu'il n'y ait plus cette pêche ciblée, il y a d'autres menaces qui pèsent toujours sur cette espèce. On parle de capture accidentelle, c'est-à-dire que c'est plus de la pêche ciblée, mais n'empêche que partout dans nos océans, il y a des filets partout au fond, il y a des lignes partout, et donc il y a ce qu'on appelle des captures accidentelles, donc qui ne sont pas voulues, qui ne sont pas volontaires. Alors c'est un phénomène qu'on a du mal à quantifier, qui est mal connu, qui n'est pas documenté. Donc on ne sait pas exactement quelle est l'ampleur de ce phénomène, des captures accidentelles, mais on sait que ce n'est pas négligeable. Et puis, comme toutes les espèces marines, c'est des animaux qui peuvent être impactés aussi par les changements globaux, les changements climatiques, la montée de la température des océans, qui peuvent être impactés par la pollution, par les plastiques par exemple. Donc vous voyez qu'il y a encore tout un tas de menaces qui pèsent sur cette espèce-là. Et c'est la raison pour laquelle nous, on continue à s'y intéresser et à essayer de mieux la connaître. Et du coup, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on essaie de faire et pourquoi on le fait. Mais en fait, toutes ces nouvelles connaissances qu'on essaye d'acquérir, c'est pour nous aider à imaginer peut-être d'autres mesures complémentaires de protection que cette interdiction qui a permis déjà de faire un premier pas, mais qui n'est pas suffisante. Et donc, il y a peut-être d'autres mesures de protection, de gestion à imaginer. Et c'est en menant des études et en essayant d'apporter de nouvelles connaissances qu'on pourra y arriver. Donc, du coup, on va venir petit à petit vers ce projet-là qu'on mène depuis un petit moment ici dans les eaux du Trégor et du Goëlo. Donc, le requin-taupe en Manche. Alors, je disais tout à l'heure que le requin-taupe était pêché surtout sur la façade atlantique par le passé, golfe de Gascogne, mer Celtique. Mais c'est une espèce qui a toujours été présente aussi en Manche. On va mettre la diapo suivante. Et donc, en cherchant un petit peu, en fait, on a trouvé quelques publications scientifiques qui datent des années 50, 60, comme le petit extrait que je vous ai mis là, qui confirment que en fait, l'espèce était déjà présente. Et donc, cette présence du requin-taupe en Manche, c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà dans les années 60, du coup, il était aussi pêché, alors de façon, on va dire, un peu plus anecdotique que ce qui a pu se passer sur l'Atlantique, mais il y avait quand même quelques bateaux, notamment des bateaux Grand Villet, qui s'étaient un peu spécialisés dans la pêche de cette espèce et qui pêchaient le requin-taupe, notamment autour des îles anglo-normandes, et quelques bateaux de Granville venaient jusqu'ici, jusque Bréa, jusqu'aux Sept-Îles pour chercher cette espèce de façon saisonnière. Donc cette présence en Manche, elle est connue, mais elle est peu documentée. On a du mal à savoir exactement quelle était la situation. Du coup, je vous ai mis aussi là peut-être un livre que certains d'entre vous connaissent, qui raconte en fait cette histoire de la pêche au gros en baie de Lannion, qui a débuté, c'est très bien raconté dans le livre, dans 1945, où une personne a pêché pour la première fois un gros thon en baie de Lannion, et ça a donné naissance à cette petite pêche au gros, donc plus de la pêche sportive, donc à la canne. Et donc, alors les gens venaient surtout pêcher le thon, mais au même endroit, ça leur arrivait régulièrement de pêcher aussi des requins-taupes et un petit peu de requins peau bleue, et du coup c'est très bien raconté dans le livre, et donc, ce qui témoigne aussi du fait que l'espèce était bien présente dans la zone déjà par le passé. Donc du coup, voilà, c'était des premières informations intéressantes. Et puis
Et puis les choses se sont un petit peu accélérées ici vraiment sur la zone, donc là vraiment zone Trégor-Gouello. Et donc ça a commencé, on va dire, au début des années 2010 où on a commencé à avoir, nous, à l'association, des signalements de requins-taupes communs, parfois très près de la côte, qui sont devenus vraiment de plus en plus réguliers. Donc au début, c'est vrai que voilà, c'est des événements. Quand on a ce genre de signalement, quand ça commence, du coup, voilà, on se pose un petit peu la question, est-ce que c'est un événement exceptionnel? Est-ce que voilà, c'est des individus, des requins qui sont un peu perdus, qui sont venus là et puis qu'on reverra peut-être jamais? Et donc voilà, ça interpelle un petit peu. Et puis quand ce phénomène se reproduit d'année en année, et puis 2011, 2012 et 2013, et puis tous les ans, on a le même genre de signalement, toujours à peu près à la même période, toujours au même endroit. Là, ça commence à vraiment poser question. Et donc, c'est des observations qui nous étaient remontées, aussi bien par des plaisanciers, donc cette photo que vous pouvez voir là, du coup, des requins qui viennent à proximité de bateaux de plaisanciers qui sont tranquillement en train de pêcher à la ligne, et puis du coup, un requin qui vient faire un petit coucou. Et puis après, on a commencé à avoir quelques témoignages par des plongeurs qu'on a croisés aussi sous l'eau. Et puis même des témoignages, comme les photos que je vous ai montrées au début, de gens qu'on a observés depuis le sentier côtier à Ploumanac sauter complètement hors de l'eau. Et donc là, au bout d'un petit moment, on s'est dit quand même qu'il y avait quelque chose qui avait l'air de se passer d'un petit peu particulier ici sur les secteurs, et que ça met, compte tenu des enjeux en termes de conservation pour cette espèce, ce serait sûrement intéressant d'essayer de se pencher là-dessus d'un peu plus près et puis d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc c'est ce qui a donné naissance au projet qu'on mène actuellement donc sur le requin-taupe commun dans les eaux du Trégor-Gouello, dont une bonne partie du travail se déroule ici à Perros-Guirec. Du coup, c'est un projet pour lesquels on a fait les premiers tests en 2017-2018, et puis voilà, le projet il est vraiment en place depuis 2020. Et du coup, je vais passer la parole à Anastasia, ma collègue, qui va vous raconter un petit peu ce qu'on fait et comment on essaye d'étudier tout ça, de comprendre tout ça et pourquoi. Et puis voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement continuer avec la présentation du projet LAMNA sur le requin-taupe commun que nous menons à l'APEX. C'est un projet qui est en collaboration avec l'Université de Bretagne occidentale et le LEMAR, qui est le laboratoire des sciences de l'environnement marin. C'est un projet financé en grande partie par l'Europe, la région et l'Office français de la biodiversité. Et parmi les partenaires publics, on retrouve la commune de Perros-Guirec. Donc c'est un projet qui a débuté en 2020 pour une durée de 3 ans. Et il y a une thèse en cours sur l'espèce, donc sur le requin-taupe commun, et qui est donc encadrée par l'APEX et le LEMAR. Donc le projet LAMNA a 3 grands objectifs. Le premier, il s'agit d'améliorer les connaissances sur l'espèce et sa présence dans la zone. Donc pour cela, on a mis en place différentes actions. On recense notamment les observations faites par les usagers. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà vu un requin-taupe commun ou qui en verront un jour. Si c'est le cas, je vous invite à nous le signaler dès que possible. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou alors aller sur notre site internet. On a un formulaire en ligne que vous pouvez compléter. On demande quelques informations sur la date, l'heure de l'observation, la localisation. Si vous avez pu faire des photos ou des vidéos aussi, ça nous intéresse. Et donc en 2020, quand on a lancé le projet, on a eu 15 signalements de faits entre mai et novembre. En 2021, on a eu 10 signalements faits par des usagers entre février et novembre. Et là, depuis février 2022, on a eu les 4 premiers signalements de l'année. Donc on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe entre février et novembre.
Est-ce qu'il y a plus ou moins de requins dans la zone, ou bien est-ce qu'il y a moins d'observateurs? Donc ça, c'est une question à laquelle on essaye de répondre. Donc pour cela, on a complété ces données en allant voir des usagers de la mer qui sont, eux, toute l'année en mer. Donc il s'agit des pêcheurs professionnels. On est allé à la rencontre de 15 pêcheurs en activité ou à la retraite, qui étaient tous volontaires pour partager leurs connaissances sur l'espèce, et qui ont pu aussi localiser sur des cartes les zones d'observation, voire de capture accidentelle, car comme on disait, ça arrive de temps en temps. Donc ça, ce sont toutes des données qu'on va traiter dans les prochaines semaines. Donc on souhaite aussi étudier les déplacements des requins taupes dans la zone. Donc pour cela, on a utilisé des balises, donc 2 types de balises. En haut à droite, vous avez une photo d'une balise acoustique et juste à gauche, une balise satellite. Donc ce sont des balises qu'on accroche sur le dos du requin, comme vous pouvez voir sur la photo en dessous. Ça reste en externe, hein, la balise est à l'extérieur du corps. Donc c'est plutôt petit, hein, c'est moins de 15 cm, c'est plutôt léger. On pourra vous en montrer à la fin aussi, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et donc ces 2 balises ont des fonctionnements très différents l'une de l'autre. La balise acoustique, en fait, elle va émettre des données, notamment sur la profondeur à laquelle se trouve l'animal. Et donc une équipe équipée d'un récepteur, comme on peut voir là en 2. Du coup, c'est un récepteur qui est immergé dans l'eau, qui va pouvoir capter ces informations si le requin est bien sûr dans les environs. Et grâce à ce dispositif, l'équipe va pouvoir suivre le requin de manière assez précise sur plusieurs heures, voire toute une journée. Donc sur ce dispositif, on a eu un support des agents de la réserve naturelle, des CETIL, qui ont pu faire des points d'écoute assez régulièrement depuis que les balises ont été posées l'été dernier, et qui ont pu capter sur différentes périodes la présence de certains individus. Donc ça, comme je disais, ça permet de faire des suivis de manière assez précise, mais sur une petite échelle, et pas en continu, puisque on ne peut pas suivre H24, 7 jours sur 7, ce requin. Donc on a utilisé des balises satellites. Donc là, le fonctionnement est totalement différent. Ce sont des balises qui vont, pendant une durée déterminée, enregistrer tous les déplacements du requin. Et du coup, on a choisi qu'elle soit programmée pour 1 an. Donc au bout d'1 an, la balise va se décrocher d'elle-même. Elle va commencer à flotter et à dériver. Elle va aussi mettre une partie des informations qu'elle a enregistrées, seulement une partie. Si on veut avoir toutes les données enregistrées, il va falloir pour nous la récupérer. Et donc la balise, après avoir dérivé, elle va s'échouer quelque part. Et c'est là que nous, on fait des grands appels à la population. Peut-être que certains ont vu passer ce genre de message. Donc la dernière balise qui s'est décrochée il y a une dizaine de jours s'est échouée juste ici, à Trestraou. Donc notre appel à la population a été partagé plus de 500 fois. Il y a 55 000 personnes qui ont vu le message et ça a fini par payer, puisqu'au bout d'une semaine, il y a un monsieur qui a pu retrouver la balise. Donc comme je disais, c'est grâce à la balise récupérée qu'on pourra récupérer toutes les données qui sont enregistrées. Donc c'est vraiment très important pour nous de récupérer ces balises. Donc des fois on a de la chance, comme pour ces 3 balises en photo, elles viennent s'échouer ici, pas loin, de manière assez accessible. Par contre, des fois, elles vont un peu plus loin, donc ça dépend de l'endroit où se trouve le requin quand la balise s'est décrochée, ça dépend aussi des courants. Donc la photo du haut, c'est une balise qui a été retrouvée par un couple d'Anglais en Angleterre, sur une petite île. Là, elle a été retrouvée par ce monsieur et sa fille, donc sur une île en Allemagne, donc la flèche du haut, voilà, ici. Une petite île en Allemagne, à côté du Danemark. Elle a été retrouvée totalement par hasard, puisque ça faisait plusieurs mois que la balise n'émettait plus. Elle n'avait plus de batterie, donc on ne savait pas qu'elle était échouée sur cette île. Et donc ce monsieur et sa fille ont retrouvé cette balise en nettoyant une plage. Ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont juste vu qu'il y avait nos coordonnées dessus. Ils nous ont contactés
Et quelques jours après, ils nous ont envoyé la balise. Donc voici des exemples fictifs de ce qu'on pourrait attendre grâce aux balises. Donc c'est très simplifié, hein. Les requins n'ont pas des déplacements aussi linéaires que ça. Mais c'est un peu ce type de données qu'on peut espérer avoir avec les balises. Donc on pourrait avoir des individus qui quittent la zone, qui vont très au large et qui pourraient éventuellement revenir. Comme on pourrait avoir des individus qui restent plus ou moins en zone dans la Manche tout au long de l'année. Donc pendant qu'on pose les balises, on fait également des prélèvements de sang et de muscles, puisqu'en analysant ces tissus, on peut étudier les traceurs alimentaires qui s'y trouvent, et donc on apprend davantage sur l'alimentation des requins et surtout sur leur zone d'alimentation. Donc là encore, grâce à ces analyses, on pourrait savoir si les requins qui ont eu des prélèvements sont restés dans la zone pour se nourrir ou bien s'ils ont quitté la zone dernièrement et qui se seraient nourris en dehors de la zone Trégor-Wello. Voici les différentes étapes lorsqu'on part en mer pour réaliser les manips. La première image, il faut tout d'abord ferrer le requin. Donc ferrer, ça veut dire faire en sorte que la leçon prenne. Donc pour cela, on fait appel à une équipe de pêcheurs sportifs, comme je disais, qui a l'habitude de la pêche au gros. Ils ont l'habitude, mais ça reste quand même très physique, hein. Ils sont amenés à se relayer plusieurs fois, généralement, pour amener le requin à bord du bateau. C'est très physique, c'est très fatigant. Le requin est très costaud. Donc nous utilisons des hameçons circulaires qui permettent de s'accrocher vraiment au bord de la bouche, et du coup ils sont retirables très facilement. Donc il ne restera pas coincé dans la gorge du requin une fois qu'on l'aura relâché. Comme l'expliquait Eric, donc le requin taupe, c'est une espèce qui est interdite de pêche. Nous avons eu une autorisation spéciale pour pouvoir réaliser ces captures, donc une autorisation de pêche à des fins scientifiques. L'espèce est bien interdite de pêche, même si c'est de la pêche de loisir. Donc une fois que le requin a été ferré, il faut le ramener au bateau. Donc image 2, on le maintient grâce à une sangle, ce qui permet de faire les manipulations sans qu'il bouge trop. Troisième image, on voit l'équipe de scientifiques qui commence les manipulations. Donc la première étape, il faut mesurer le requin et le sexer, donc déterminer si c'est une femelle ou un mâle. Ensuite, quatrième image, on va poser un tag avec un numéro dessus. Comme ça, si le requin est un jour recapturé, peu importe où est-ce qu'il se trouve, on pourra l'identifier. On va aussi poser du coup les balises, donc acoustiques ou satellites. Comme on peut voir sur la photo, la première photo au milieu à gauche. Donc la balise qui se trouve sur le dos du requin. Ensuite, c'est la prise de sang et la biopsie. Donc comme vous pouvez voir sur l'échantillon. Ouais. L'échantillon. Donc c'est vraiment un tout petit morceau de muscle qu'on prélève, hein. C'est vraiment très petit. Pendant toute la manipulation, le requin reste dans l'eau. À aucun moment il ne sort de l'eau. Et on fait en sorte que toute la manipulation dure 15 minutes maximum pour ne pas trop le déranger, trop l'impacter. Donc en 15 minutes, toutes ces étapes sont réalisées. Après quoi, le requin est naturellement relâché. Et si une balise acoustique a été posée, l'équipe acoustique va commencer le suivi. Donc voici les résultats qu'on a obtenus depuis 2018, donc, avec les phases de préparation pour le projet. On a capturé au total 30 requins taupes, alors que des femelles, donc ça interpelle un peu. Elles mesuraient toutes entre 1m35, donc plutôt des jeunes, jusqu'à 2m30, donc là on est sur des adultes. Il avait déjà annoncé le résultat avant. Donc des jeunes et des adultes. Il y a 19 balises satellites qui ont été déployées, 5 balises acoustiques. Au total, il y a eu 20 biopsies, donc 20 prélèvements de muscles et 25 prises de sang.
Donc tout ça, ce sont des données qui seront analysées, notamment dans le cadre de la thèse qui est faite. Le deuxième grand objectif du projet LAMNA, c'est de faire connaître l'espèce et de sensibiliser à sa conservation. Donc l'APEX a organisé et intervient sur différents événements avec du grand public, donc des stands, des conférences comme ce soir. Il y a également un projet avec des scolaires qui est en cours, avec 7 classes du territoire. Donc l'objectif, c'est de créer un support pédagogique qui serait à destination du grand public et notamment des touristes pour les sensibiliser à la conservation d'espèces. L'objectif ici, c'est de rendre les enfants acteurs de la conservation de la nature sur leur territoire. Et donc 5 classes ont choisi de réaliser une bande dessinée sur le requin taupe. Une classe se lance dans la réalisation d'un conte illustré. Et une classe réalisera une maquette d'1 mètre, 1m30, 50, on verra bien, d'un requin taupe. Donc en amont, les classes ont pu avoir 2 interventions de l'APEX pour présenter les requins et le requin taupe plus précisément. Dans la création, donc le support créé, peu importe que ce soit un BD, une maquette, etc., l'APEX accompagne les classes dans la création de ce support. Donc il y a les 2 interventions, des documents qui sont fournis aussi aux enseignants et l'accompagnement pour créer et diffuser le support ensuite. Donc il y a également un film documentaire qui est en cours de réalisation par Yannick Chéret, qui est réalisateur de films animaliers. Ça sera un film qui sera de format court et qui présentera le projet. Et du coup, grâce au format court, il pourra être diffusé lors de stands et de conférences. Le troisième grand objectif et dernier grand objectif du projet LAMNA, il s'agit d'informer les usagers et les acteurs concernés et de discuter ensemble des mesures de conservation de l'espèce. Donc ça passe par de la valorisation scientifique, mais aussi par des réunions locales, des échanges avec toutes les personnes concernées pour prendre des décisions qui prennent en compte les intérêts de chacun, tout en conservant bien sûr l'espèce. Donc voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à consulter notre site internet si vous voulez découvrir les autres programmes que nous menons à l'APEX. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, ASSO APEX, si vous voulez suivre notre actualité.